De tout le temps que j'étais dans la mission, jamais que j'ai réalisé que c'était une secte. C'est une prison mentale. On n'est jamais libre de quoi que ce soit. Un des fondements d'un groupe sectaire, c'est le contrôle de la connaissance. C'est priver un enfant d'un rêve, priver un enfant de l'éducation qu'il devrait avoir. Là. Tout ce qui était de l'extérieur était complètement Satan. J'ai jamais pensé être autre chose qu'une mère. On n'a pas d'études, nous, on est juste là pour procréer. Ils nous parlent qu'on va être maman à 5-6 ans. Tu fais un péché, ben c'est une claque. Tout est tabou, donc les abus vont arriver à ce moment-là. C'est beaucoup les frères apprenaient leur sexualité sur nous autres. On se questionnait pas, c'était la vérité. Toute ma vie était un tissu de mensonges. J'aurais aimé ça, que j'aille pas à crier à l'aide puis qu'on me sorte de là. Quand on quitte une secte, c'est une chose difficile. Fait que du jour au lendemain, tu te retrouves plus de famille, plus d'amis. La scolarité des filles est jugée superflue. Notre futur, c'est se marier, avoir des enfants jusqu'à ce que ton corps le permet plus. J'aimerais ce soir vous parler d'une situation qui dure depuis trop longtemps. Il m'est formellement interdit de vous en parler, mais je vais le faire quand même. Les serviteurs possèdent de nombreux documents dont ils n'ont jamais mentionné ni l'existence ni le contenu en assemblée. Depuis que je suis serviteur et au fur et à mesure que j'ai pris connaissance de ces documents, j'ai réalisé que si je n'étais pas devenu serviteur, je n'aurais jamais été mis dans la confidence. Parle-moi de ce discours-là. Quand j'en suis venu à ne plus y croire, j'ai décidé que je pouvais pas simplement m'en aller avec ce que je savais. Tu voulais quand même frapper fort, là. Exactement. Je voulais frapper les esprits, que les gens se rappellent pour toujours qu'ils se sont fait dire la vérité, que quelqu'un s'est levé, leur a parlé, leur a dit c'était quoi la vérité, parce que c'est une organisation religieuse qui est néfaste pour ses membres et son histoire est jonchée de familles brisées, de vies brisées. Mais pour moi, aujourd'hui, la mission de l'Esprit Saint, c'est vraiment un groupe sectaire qui garde les gens sous l'emprise en leur laissant croire que qui sont des élites et qui vont produire l'humanité parfaite. Je me sentais tellement pris, genre, j'ai aucun pouvoir, là. Tu sais, c'est déjà tout tracé, c'est pas ça que je veux. Je sais pas comment cette volonté-là de vouloir partir puis de vouloir rien savoir de ça m'est venue aussi jeune. Intérieurement, tu vis un vide profond, puis énormément de peur. Qu'est-ce qui se passe après, c'est que j'ai levé les voiles. On peut pas parler à personne sur qu'est-ce qui se passe dans notre famille. Fait qu'on sait pas que c'est pas normal ce qu'on vit, là. Pour nous autres, tu sais, si tous les enfants vivent la même chose, on pense tous que c'est normal, là. Quand il t'arrive un malheur, on va te dire pourquoi ça t'est arrivé. C'est sûr que t'as fait quelque chose pour que ça t'arrive. Fait que pose-toi des questions. Fait que ça m'avait comme un peu ouvert les yeux à me dire on n'est pas des si bonnes personnes que ça, dans le fond. Le jour où j'ai quitté, ma principale motivation était de sortir mes enfants de là, de leur permettre de vivre une vie, une enfance et une adolescence bien meilleure que de celle que j'ai eue. Plus saine. Plus saine, et finalement de pouvoir faire de vrais choix dans leur vie. La Flèche Morin, je savais qu'il était serviteur à la mission d'Anjou. Les serviteurs dans la mission de l'Esprit Saint, peu importe la faction, peu importe le regroupement, ce sont des hauts placés, ce sont des hommes et ce sont eux finalement qui prennent la parole dans les assemblées, qui vont donner les orientations du mouvement. À un moment donné, je reçois un message Messenger. C'était un enregistrement audio d'un discours de La Flèche Morin où il annonce à l'Assemblée qu'il quitte la mission et il donne les raisons pour lesquelles il quitte. Et par la suite, on est entrés en communication ensemble et c'est la première fois qu'un ancien serviteur accepte de prendre la parole publiquement. La mission de l'Esprit Saint devrait être renommée. C'est la prison de l'Esprit Saint.
C'est une prison mentale et physique dans laquelle on n'est jamais libre de quoi que ce soit. Pourquoi c'est important pour toi de parler, de te faire entendre justement sur ce mouvement-là? Parce que je considère que c'est important que ceux qui en sont sortis et qui savent la vérité témoignent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont lu, entendu et compris, pour aider ceux qui cherchent, ceux qui sont pas sûrs, à avoir cette seconde source d'information pour s'aider eux-mêmes à sortir de l'endoctrinement dans lequel ils ont vécu. Je m'appelle est-ce que je dis Félix Morin ou La Flèche Morin? Je m'appelle Félix Morin, anciennement La Flèche Morin. Je suis un ancien membre de la Mission de l'Esprit Saint et j'étais un serviteur. La Mission de l'Esprit Saint est une secte qui a été fondée par Eugène Richer-dit de La Flèche, qui est un ancien policier de la ville de Montréal, qui a débuté dans les environs de l'année 1913 et qui, durant son existence, est divisé en plusieurs factions. C'est seulement à l'âge de 21 ans que j'ai appris l'existence de d'autres factions de la Mission de l'Esprit Saint. C'est pour vous montrer à quel point j'étais endoctriné. Jamais j'avais été contre-vérifié sur Internet, la Mission de l'Esprit Saint. As-tu été surpris? Oui, j'ai été extrêmement surpris d'apprendre que ça existait parce que dans mon esprit, à cette époque, je croyais que, justement, le fait qu'il y ait des scissions, des divisions, de la chicane, c'était le fait des autres religions. Une chose à savoir, l'histoire de la Mission de l'Esprit Saint depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui n'est pas enseignée. C'est quelque chose qui est mis caché sous le tapis parce qu'ils ont honte de cette histoire qui est faite de chicanes, de scissions, de problèmes, et ils préfèrent pas en parler et se concentrer sur l'enseignement de la doctrine. L'objectif de la mission de l'Esprit Saint, c'est simple, c'est d'amener Dieu sur terre, c'est-à-dire des enfants qui n'auront aucun péché. L'objectif premier, c'est vraiment de créer un enfant parfait, qui va être pur, puis qui va planer. On est censé être, de s'améliorer de jour en jour, surtout la femme, pour réussir à faire un enfant de Dieu éventuellement. C'est un travail qui se fait sur plusieurs générations. C'est-à-dire que si toi, tu te maries avec quelqu'un qui est en mission, vous allez avoir un enfant. Cet enfant-là doit avoir des enfants, puis au final, avoir enrayé tous les péchés de la chair. Il faut pas penser qu'il s'agit de supériorité génétique ou raciale ou autre. C'est vraiment pas ça l'objectif de la mission. C'est de faire des enfants meilleurs que leurs parents, de génération en génération, jusqu'à obtenir un enfant né parfait. La mission de l'Esprit Saint, c'est vraiment un mouvement qui a été créé au début du 19e siècle. Puis c'est vraiment basé sur l'eugénisme. Donc, l'eugénisme, selon la mission, donc selon Eugène Richer dit La Flèche, le fondateur du groupe, c'est la façon de mieux mettre au monde. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on va devenir de mieux en mieux que la génération précédente. Puis un jour, un enfant parfait viendra au monde pour poursuivre la mission de l'Esprit Saint. Eugène Richer dit La Flèche avait dit que la mère était comme un Kodak, c'est-à-dire que la femme prenait des photos qu'elle transmettait à son enfant dans l'utérus. Donc, tout ce que la mère va penser va être transmis directement à l'enfant et c'est elle qui a le pouvoir, si vous voulez, de par les enseignements qu'elle reçoit de son époux, de mettre au monde cet enfant qui a toutes les caractéristiques de l'Esprit Saint. Donc, c'est vraiment, ils vont nous dire une façon de bien enseigner aux jeunes la procréation, la mise au monde d'enfants meilleurs avec la connaissance transmise par Eugène Richer dit La Flèche, puis ensuite par les autres serviteurs qui ont été élus, nommés par Eugène Richer dit La Flèche, donc le leader du groupe. Eugène Richer dit La Flèche se faisait d'abord passer pour un prophète qui est venu apporter un message de l'Esprit Saint. Ce n'est que plus tard qu'il s'est fait voir comme étant la troisième incarnation de l'Esprit Saint sur Terre. Dès notre jeune âge, ce qu'on nous a appris par rapport à Eugène Richer dit La Flèche, c'était que c'était la troisième personne en Dieu. Donc, il y avait Jéhovah, Jésus-Christ et... Je m'excuse. Il y a un sentiment quand j'entends son nom. C'est fou, là. Mon cerveau sait que
que j'ai été élevée avec des informations erronées. Sauf que d'entendre son nom, il y a un grand sentiment. Tu as été élevé, porté dans un sentiment de culpabilité, de peur, tu dois croire, tu dois faire bien. Puis c'est vraiment, tu ressens quand même toutes ces émotions-là revenir, même si tu crois plus en cette personne-là. Ce que j'ai réalisé juste cette année, c'est que dans le fond, là, dans la mission, ton existence, c'est de travailler à finir ta vie sans aller dans l'enfer. Donc, vraiment, là, tes journées, là, ton existence, c'est vraiment ça. Donc, c'est quoi ta vie? C'est un instinct de survie. Ta vie, c'est vraiment ça, là. Quand je suis née, je m'appelais Fléchère. Fléchère, que je m'appelais. Moi, mon prénom, c'est Richard. Mon nom, c'était Théo-Jeanne Zavard. Je suis né Laflèche-Morin. Dans l'une de ses lettres, il demande à ses adhérents « Si vous m'aimez, donnez-moi des tout-petits portant mon nom. » Et donc, ça a été interprété plus tard, évidemment, qu'il fallait donner à nos enfants le nom d'Eugène. Eugène, Richer, Laflèche et tous ses dérivés. Dans le fond, il y a une liste, puis chaque bébé qui naît, genre, tu choisis un nom sur la liste. Mais tu sais, mettons, les 3 premiers gars puis les 3 premières filles, c'est obligatoirement que tu appelles, mettons, premier gars Eugène, Richer et Laflèche. Les filles, c'est Eugénie, Richard, Fléchère. Puis après ça, tu choisis n'importe quel nom dans la liste. Ils ont été très, très imaginatifs pour faire des nouveaux noms avec son nom. C'est sûr que quand on quitte la secte, c'est un nom qui est compliqué à porter. Il y a tout un ensemble de préjugés associés à ce nom, à tous ces noms-là dérivés de la mission de l'Esprit Saint. Et c'est par rapport à ça, moi, que je voulais me distancier. C'est plus simple de s'appeler Félix. Exactement, c'est plus simple de s'appeler Félix. J'ai déposé sur un site web la totalité des informations et des documents que les serviteurs nous ont cachés toute notre vie. Libre à vous de vous renseigner. Le choix, maintenant, vous appartient. Le site que j'ai mis en ligne était pour moi, à l'époque, ce que j'avais considéré être le meilleur outil pour transmettre toutes les découvertes que j'avais faites, permettre aux gens d'avoir accès à toute la documentation que je possédais. Et donc, via mon site, mon objectif, c'était d'expliquer autant que possible, quels étaient ces documents-là, en quoi ils étaient importants à connaître. Le titre de ton site dit tout, finalement? La vérité sur la mission de l'Esprit Saint. Si vous la cherchez, c'est là qu'elle est. Et mon objectif, en donnant accès aux gens à ces documents-là, c'était de leur permettre encore d'avoir une seconde source, d'avoir une autre source d'information extérieure à la mission. Ça doit être quand même perturbant quand t'es élevé dans ce mouvement-là, tu y crois, t'as confiance, tu penses que c'est la vraie vérité, comme tu m'as déjà dit, et t'arrives à un moment donné et tu te rends compte que finalement, c'est basé sur rien ou sur des mensonges. Exact. Déjà, là, imaginez quand j'ai compris que mon titre de serviteur, que je croyais être un privilège, une chose pour laquelle je devais me montrer digne tous les jours, en fait, ne valait rien, n'avait absolument aucune valeur. Et tous les sacrifices que j'avais faits n'avaient servi à rien. Ils ne produiraient jamais rien de bon. J'ai passé par une période très sombre de ma vie où vraiment des idées suicidaires sont arrivées. Ça a pris du temps pour passer par-dessus. Qu'est-ce qui te faisait mal? C'est finalement d'avoir perdu tant de temps de ma vie, d'avoir fait tant de sacrifices, d'avoir perdu tant d'opportunités. Ça a été finalement pour moi de réaliser combien toute ma vie jusqu'à ce moment-là a été perdue pour rien. Tu sens que t'as une partie de ta vie qui a été brisée complètement? Une partie de ma vie a été annihilée, brisée, gaspillée, tout simplement. Bonjour, Marie-Christine, j'espère que tu vas bien.
Justement, je parlais de toi à ma nouvelle copine concernant les reportages que tu avais effectués en 2020. Puis je disais, crime que je regrette de ne pas avoir affiché mon visage puis de ne pas avoir tenu haut et fort mes propos. Aujourd'hui, je considère que j'ai la force de dire tout ce qui va pas dans cette secte-là. Pourquoi aujourd'hui tu es prêt à me parler alors qu'il y a quelques années, quand je m'intéressais au mouvement puis qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, qu'est-ce qui a changé puis pourquoi aujourd'hui tu acceptes de parler? J'avais trop de colère à ce moment-là. Puis aujourd'hui, ma haine, elle a évolué. J'en veux plus à ces gens-là aujourd'hui. Théo, la première fois que je lui ai parlé, c'était en 2018. C'était un jeune homme qui venait tout juste de sortir du mouvement. Un jeune homme brillant, éloquent, mais très fragilisé. Il n'a jamais voulu, à cette époque-là, m'accorder d'entrevue parce que, justement, il était trop sensible, trop émotif. Et on se retrouve 4-5 ans plus tard. Théo m'a laissé un super message. Et là, il me dit qu'il est prêt à m'accorder une entrevue et à dénoncer ce qu'il a vécu. Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint. Puis, ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis parti de la mission. Je suis 10e d'une famille de 11. Donc, mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont 18 ans. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Toute ma famille a grandi dans la mission. Fait que moi, j'ai grandi ici, là, dans la Naudière, là, pas loin de la mission de l'Esprit Saint qui était à Saint-Paul. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que vers l'âge de 24 ans, j'ai eu un contrat d'agent de sécurité sur une entreprise dans la Naudière qui était en construction. Puis le contrat, c'était d'être là toute la nuit, 7 jours sur 7, pendant 2-3 mois, à faire que de la surveillance. Donc, ça prenait tout mon temps. Quand tu es dans la mission de l'Esprit Saint, tu vis ta vie à fond. La fin de semaine, tu vas à la mission. La semaine, tu vis la mission. On a à peu près 8 à 9 prières à chaque jour quand on mange. Pour la première fois de ma vie, en 24 ans, j'étais éloigné de la mission de l'Esprit Saint. Métier d'agent de sécurité la nuit, il n'y a pas souvent des voleurs. Hein. Il n'y en a même pas eu un. C'est des rondes que tu fais en pick-up. Puis moi, j'étais orateur. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse des recherches dans les livres de la mission, dans la littérature de la mission pour préparer des discours. Sauf que là, en ce moment, je suis pas libre pour en préparer. Mais je voulais quand même avoir des discours d'avance. En faisant ce travail-là, je me posais des questions. Puis quand tu te poses des questions, tu vas voir tes confrères, tu vas voir tes collègues qui sont orateurs, tu vas voir d'autres pères de famille. Mais là, j'avais pas ce stade-là parce que de 1, c'était la nuit. Puis de 2, ben j'y allais plus. Fait qu'il y a plein de questions qui restaient en suspens pour la première fois dans ma vie. Puis là, il y a des choses que je commençais à trouver bizarres. La première chose, c'était une preuve que la mission existe, c'est que les enfants voient à la naissance. Il disait, tous les enfants dans le monde entier, quand ils naissent, ils ont les yeux fermés. Je suis comme, ce serait peut-être temps d'aller vérifier ça. Fait que là, j'étais allé sur YouTube, naissance, accouchement. J'étais allé voir plein d'autres enfants qui étaient filmés à la naissance, puis j'étais comme, mon enfant n'est pas différent de tous les autres. Quand je faisais mes recherches, j'avais un ami qui lui aussi, qui était mon meilleur ami, puis j'y partageais ça. Puis il m'a dit, telle date, il y a une rencontre d'astronomes amateurs dans la Naudière, c'est un groupe, puis ils vont observer les planètes. Dans la mission, on apprend aux enfants que l'univers est complètement vide, que les planètes n'existent pas, que la Lune n'existe pas, que le Soleil n'existe pas. Donc, tu as dû avoir un choc quand tu as vu les planètes à travers le télescope. Oui, ça m'a fait un choc parce que, de un, je trouvais ça sublime. C'est comme la plus belle affaire que j'avais vue de ma vie. Puis de voir l'implication et la passion de ces gens-là dans ce projet-là, ça ajoutait du concret à l'existence de la chose. On nous apprenait pas les planètes, parce que ça existait pas. La Terre est faite en poire, elle est pas ronde. Tu sais, tout ce qui est à l'extérieur, genre, je sais pas comment dire, mais mettons, géographie, tu sais, ça l'aimerait me servir. Il nous disait que la planète est en forme, la Terre est en forme de poire, que les étoiles, c'était des ombres mortes, la Lune, c'était le reflet de la mer. Fait que... On t'a jamais enseigné les continents, les plaques tectoniques? On connaissait rien de tout, là. On nous enseigne que le Soleil est la réverbération du feu au centre de la Terre via les glaces de l'Antarctique, les glaces polaires,
sur le plafond de glace au-dessus de nous qui reflète donc le feu au centre de la Terre. Au fond, le soleil que l'on voit dans le ciel, ce sont les flammes de l'enfer. Carrément. C'est ça qu'on enseigne aux enfants. C'est ça qu'on enseigne. Certains enseignements de Eugène Richer dit La Flèche nient certaines connaissances scientifiques. Tu sais, des connaissances qui, pour vous et moi, la Lune existe, elle est bien réelle, il y a des gens qui sont allés, ils ont marché dessus. Bien, les membres de la mission, eux, ne sont pas scolarisés pour connaître ces éléments-là de la réalité. Ah, my God, c'est moi. Je sais pas quel âge j'avais. Qu'est-ce que ça te fait de ta voix? C'est dur. Je me sentais tellement incomprise puis seule. Dans ma famille, j'étais la deuxième d'une famille de 8. De comment je me vois, je pense que j'avais la passion dès le jeune âge. J'avais comme je voulais, même si je savais pas tout ce qu'il y avait à offrir dans le monde, on dirait que ce que je ressentais, c'est que je voulais tellement tout faire. Ça, c'était ma cousine qui enseignait. Donc, on voit pas bien, je suis peut-être là, peut-être que ma sœur est là. On n'a pas reçu l'éducation complète, là. Puis, je me souviens que, surtout en français, il y avait plusieurs pages d'enlever tout ce qui pouvait avoir rapport avec la religion catholique ou toute influence qu'il pourrait avoir eu. Donc, c'était très limité comme apprentissage. Pour nous, on allait à Saint-Paul. C'était des locaux où est-ce qu'on pratiquait aussi, où on avait nos assemblées, toutes les activités. Donc, il y avait des classes. Principalement, c'était mes tantes, mes cousines qui enseignaient. Je ne suis jamais allée à l'école. Ça a toujours été l'école à la maison. On avait un programme. Dans le fond, il y avait un des serviteurs qui faisait son propre programme. C'était des livres créés par la mission. Mettons dans les livres, c'était jamais des noms comme tu vas voir. C'était tout le temps comme Eugène mange une pomme, Eugénie en mange 2, combien il en reste. Exemple, on va faire une dictée. On va pas dire Carole a 3 pommes et on va pas faire ça. On va dire Eugène Richer dit La Flèche est allé à Rome en planant. C'était tout le temps comme plus des choses reliées vraiment beaucoup avec la mission. C'était du lundi au vendredi, un peu comme l'école publique. On était à table, en train de faire nos devoirs. C'était nos cousins et cousines qui nous donnaient nos devoirs à faire. Ils nous surveillaient. On n'a pas de professeurs. Fait que c'est les parents, les mamans qui vont donner des cours de français, des cours de mathématiques. Puis ils vont inclure la mission là-dedans. Les serviteurs demandent à toutes les familles de la mission de l'Esprit Saint de ne pas envoyer leurs enfants à l'école du monde. Ils demandent que les enfants soient instruits, soient scolarisés à la maison, dans le but de les prévenir contre les mauvaises influences de l'extérieur. L'objectif n'est pas de leur fournir une scolarité meilleure, plus qualitative. Le seul objectif est de les préserver du monde. On sait l'école à la maison, c'est permis au Québec. Mais par le passé, à la mission de l'Esprit Saint, il y a eu des dérives en termes d'éducation. Le ministère de l'Éducation s'est bel et bien rendu compte qu'il y avait des écoles clandestines au sein de ce mouvement-là. Donc, elles ont dû être fermées. Par la suite, on se pose la question, c'est beau de faire l'école à la maison, mais quand on regroupe des dizaines d'enfants dans la même pièce, est-ce que c'est encore de l'école à la maison? Et l'histoire de Théo est, à mon sens, très significative de ce qu'un enfant de la mission de l'Esprit Saint peut vivre. Ce jeune homme-là est sorti à l'âge de 20-21 ans. Il n'avait aucun diplôme, n'est jamais allé à l'école publique. Il y a plein de matières qu'il n'a jamais vues. Donc, c'est clair que pour un jeune qui sort de la mission de l'Esprit Saint ou un jeune tout court qui manque d'éducation, bien, ça handicape son futur. Moi, je faisais partie de l'Institut La Flèche, qui était une école clandestine. Cette école clandestine-là a été fermée en 2004. Comment cette organisation-là fonctionnait? C'était de 8 h le matin à 13h30. Donc, première année de primaire, 6e année de primaire, puis le secondaire. Puis, c'était des mères de famille qui nous enseignaient. Est-ce que vous faisiez les examens du ministère? Non, on faisait pas les examens du ministère. Pourquoi? Parce que c'était une école clandestine qui rendait pas de compte au gouvernement.
Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont obligé les enfants à aller faire des examens dans des écoles publiques. C'est-à-dire, moi, j'avais 9-10 ans, donc en 2004. Tous les enfants de la mission ont coulé leur examen. Puis suite à ça, le gouvernement a dit, bon, les exigences de la commission scolaire ont maintenant changé. Dorénavant, les enfants pourront avoir un portfolio pour qu'on puisse évaluer leur progrès durant l'année. On fera plus d'examen. Donc, toi, t'es scolarisé où après 2004? Dans des sous-sols de maison. À chaque année, ça change. Il y a une madame qui va prendre 6 enfants. Il y a une madame qui va prendre 4 enfants. Il y a une madame qui va prendre 8 enfants dans son garage, dans son sous-sol. On s'arrange. On est une communauté de 300 enfants, là, puis se dispatcher un peu partout selon les années puis les compétences de tout le monde. Puis arrivé au secondaire, il y a une personne qui a un bac en enseignement en français qui va justement prendre les secondaires, sauf qu'on est à peu près une cinquantaine qui sont en secondaire. Fait que la mission de l'Esprit Saint, ils ont une bâtisse principale qui vont faire leurs activités. Puis à côté, il y a un gros garage avec le toit vert. Puis à l'étage, on allait faire l'école à cet endroit-là. Puis on avait des rondes le matin à respecter. L'école commençait à 8 h, puis il y a des familles qui pouvaient arriver à 7 h 15, des familles qui pouvaient arriver à 7 h 30, puis des familles qui pouvaient arriver à 7 h 45. Il fallait pas qu'on se fasse voir parce qu'on s'était fait fermer en 2004. Fait que ça aurait pas été legit de faire de l'école cachée. Regarde, tu vois, c'est la bâtisse verte. Là, ouais. OK. Là, on voit ici la bâtisse où Théo dit qu'il est allé à l'école, mais il n'y a aucune voiture. En arrière, est-ce qu'il y a des voitures? Donc, ça nous démontre qu'il n'y a plus d'enfants qui sont, en tout cas, pour l'instant, scolarisés à cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre rassemblement ailleurs. Comme Théo nous disait, il y a beaucoup de familles qui font l'école à la maison, qui se regroupent dans des résidences privées. Mais là, visiblement, j'ai pas l'impression qu'il y a des enfants qui sont scolarisés là. Ça, c'est notre questionnaire qu'on avait dans la mission, dans le fond. Qu'on commençait, si je me trompe pas, c'est en première année. Quand tu commençais à savoir lire, on a 800, si je me trompe pas. C'était... Ouais, 800 questions. La 749 était particulièrement très longue. La 749, c'était une page au complet. Comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait, au début de l'Assemblée, les gens, ils se levaient à tour de rôle. Et là, quand c'était à ton tour, le serviteur te disait « OK, c'est quoi ton numéro? » Numéro 496. Le serviteur posait la question, puis toi, tu répondais. Puis, tu sais, c'était stressant, puis gênant. Puis si il te reprenait trop, parce que là, tu savais plus ou moins par cœur, là, il disait « OK, tu recommenceras la semaine prochaine. » Fait que là, tu étais gêné, puis tu retournais à ta place, puis tu n'étais pas fier de toi parce que tu savais pas très bien ta question. Là. Parce que, tu sais, il faut qu'il sache c'est quoi la mission. Fait que c'est important qu'ils apprennent les questions puis qu'ils sachent les répondre. C'est vraiment des questions sur tout ce que la mission comprend, mais j'ai jamais réalisé à quel point, à ce moment-là, puis même quand je suis partie, à quel point que c'était... Il y a des questions horribles, il y a des questions vraiment épeurantes. Si je regarde ici la 556, la question « Marie resta vierge tout le temps qu'elle porta le Fils Dieu dans ses entrailles ?» Réponse, exactement. Le mot « vierge » ne sert pas à désigner une pucelle, proprement dite, mais une femme pure, une femme chaste, enceinte d'un être au tempérament viril, un homme-dieu, et non pas un embryon taré, vicieux, démoniaque, ténébreux et obtus d'une bête à face humaine, comme le sont d'ailleurs tous les enfants nés des cultes patentés par l'esprit diabolique des fauteurs de religion. C'est fou qu'on demande à des enfants, en 2024 encore aujourd'hui, d'apprendre ces réponses-là par cœur. 564, la question, c'est « Je conviens parfaitement que Dieu est la toute-puissance par excellence, mais s'il peut se passer de l'homme et de sa semence pour la conception de ses enfants, il pourrait, me semble, tout aussi bien se passer de la femme qui est infiniment plus impure avec ses menstrues nauséabondes et ses couches ensanglantées. » Quand même, on enseigne ça aux enfants. Le groupe parle beaucoup d'éducation, puis l'importance de la connaissance. L'éducation, c'est la transmission des textes, des règles,
des écrits d'Eugène Richer dit de la Flèche et des autres serviteurs aux enfants. Donc, c'est des éléments qui favorisent l'apprentissage des principes de la mission, des valeurs, des connaissances. Un des fondements d'un groupe sectaire, c'est le contrôle de la connaissance. Donc, c'est pas tant que dans un groupe sectaire, on veut cultiver l'ignorance, mais c'est qu'on veut cultiver, on veut contrôler l'information à laquelle vous avez accès pour éviter la confrontation des idées. Donc, vraiment, on veut qu'il y ait une socialisation qui soit uniforme. À la maison, à l'école, dans la communauté, on transmet le même message. En plus, on vous occupe le plus possible. Hein? On veut que vous soyez occupés du matin au soir. Puis si vous avez des soirées disponibles, on fait des rencontres avec d'autres membres pour parler. Donc, plus vous allez avoir l'esprit occupé, moins vous allez avoir de temps ou d'espace dans votre tête pour remettre en question des pratiques. Pourquoi? Parce qu'on minimise votre lien avec le monde extérieur pour éviter votre remise en question des principes du groupe. Puis si vous ne les remettez pas en question, vous n'allez pas quitter la communauté. Là, on s'en va à la mission de l'Esprit Saint de Lavaltrie. Ils ont un édifice, un immeuble à eux, à cet endroit-là, depuis des années. Je sais qu'ils font leur rassemblement hebdomadaire, il y a des réunions, il y a des célébrations qui se passent là. Et alors là, je veux vérifier si les enfants sont scolarisés dans cet immeuble-là. Ça va bien? Oui, bonjour. Je m'appelle... Bonjour, c'est la directrice de l'école. Oui, dans la bibliothèque. L'école ici? Oui, c'est bien. OK. Alexis. OK. Bonjour. Ça va bien? Oui, bonjour. Je m'appelle Marie-Catherine Bergeron, je suis journaliste. Enchantée. Je veux savoir, je voudrais un peu prendre connaissance de l'école ici. C'est quoi? Pour quelle raison? Ben, pour savoir qu'est-ce qu'on y enseigne, puis... OK. C'est une école privée, puis on fait... Est-ce que vous avez un permis du ministère? Oui, on a le permis du ministère. C'est l'Académie La Vallée du Roi. OK. Oui, on fait ce que le ministère demande, puis c'est académique seulement. Mais ici, est-ce que vous enseignez que les planètes n'existent pas? Ben non, c'est écrit ça dans le livre du ministère. On prend tous les manuels du ministère. OK. Fait que vos enfants, à l'école, apprennent... Apprennent l'académique, OK. apprennent la science. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a eu des écoles clandestines avec la mission de l'Esprit Saint. Je sais, mais on n'est pas associés, c'est ça, je vous dis. Vous nous avez associés avec ce groupe-là qui n'est pas vrai. Vous êtes avec la mission de l'Esprit Saint. Oui, mais on n'est pas la même branche. Est-ce que vous avez quand même tous le même début, le même... Oui, je le sais, mais après ça, quand une personne a part avec ses propres... Tu sais, c'est ça que c'est, hein? Quand c'est pas à ton goût, là, ben, tu refais ta mission à ton goût. Tant que Eugène était vivant, la mission était un bloc autour de lui, de sa personne et de ses lieutenants. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nommer ce qu'on appelle des serviteurs. C'est des gens qui vont être là pour le représenter. Puis, dans ce lot-là, il va y avoir Gustave Robitaille, qui va être comme le boss des serviteurs. C'est lui qui va superviser tous les serviteurs. Donc, les serviteurs vont ouvrir des postes à Montréal-Nord. Ils vont ouvrir des postes même en Californie à ce moment-là. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Le maître va décéder, que c'est M. Robitaille, donc Gustave, qui était le boss des serviteurs, qui va prendre la relève de la mission. C'est-à-dire qu'il va diriger les postes avec ses confrères serviteurs. Gustave Robitaille a énormément écrit. Il se faisait passer pour, un pape dans sa faction. Il disait que ERL, Eugène, lui avait donné le titre de prince héritier du royaume divin. Par ce titre-là, il était infaillible lorsqu'il interprétait les volontés de Dieu, lorsqu'il interprétait la Bible ou les écrits de Eugène Richer dit la Flèche. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a une première scission qui est très importante à connaître parce que lorsqu'on fait affaire avec une mission de l'Esprit Saint, il faut se demander, est-ce que cette faction-là reconnaît l'autorité de Gustave Robitaille ou pas? Parce que vraiment, ça change beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission, c'est un organisme en mouvement.
Quand ça va être la transmission ou la mort d'un serviteur, puis transmettre le pouvoir à un autre, ça donne généralement lieu à des séparations. C'est pour ça que c'est un peu difficile de savoir le nombre précis de sous-groupes. Mais c'est pas tout le monde dans la mission qui envoie les enfants à l'école privée, c'est un choix personnel. C'est pas une obligation, c'est un choix personnel. Puis ils les envoient ici parce que c'est académique. Ce qui est moral, ça se donne les soirs, les vendredis soirs, les dimanches soirs, les dimanches matins. Jamais à l'école. OK. Merci. Bye. Bye. Bonne journée à vous. On a eu la réponse du ministère de l'Éducation qui nous confirme finalement qu'ils ont octroyé un permis d'école privée à l'Académie de la Vallée-du-Roi qui appartient à la mission de l'Esprit Saint. On a reposé des questions, on a dit, bien, vous vous basez sur quoi pour donner un permis? Est-ce que vous savez que ce permis-là, cette école-là, appartient à des gens de la mission de l'Esprit Saint? Puis eux, dans le fond, ce qu'ils nous disent par écrit, c'est que comme ils respectent les critères administratifs, et qu'il y a une surveillance, qu'il y a des interventions du ministère de l'Éducation pour savoir qu'est-ce qu'ils enseignent. Ils ont parfaitement le droit de tenir cette école-là. Mais je vais en discuter avec eux. Je leur ai demandé par écrit, donc, de m'accorder une entrevue. Puis j'ai toujours pas de réponse, donc je vais retéléphoner au responsable des relations de presse. OK, bien, je vais attendre votre retour? Oui, on se rend avec monsieur, vous en faites pas. OK, merci. Merci, au revoir. Ces enfants-là qui passent leur journée entière à l'Académie de la Vallée-du-Roi, donc qui appartient à la mission de l'Esprit Saint, sont pratiquement 7 jours sur 7 cloîtrés dans ce lieu de rassemblement, qui est un lieu de rassemblement religieux, bien qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'enseignement religieux dans les heures de classe, mais quand même, ces enfants-là sont cloîtrés, puis on leur répète que le monde extérieur, c'est Satan. Donc, eux vivent continuellement dans la peur des gens qui ne sont pas dans la mission de l'Esprit Saint. Dans la mission de l'Esprit Saint, on appelait les gens extérieurs, on les appelait les gens du monde. Ça, c'était des mauvaises influences, des gens qui n'ont pas des bonnes valeurs. Ils nous recommandaient pas tant de parler aux gens extérieurs parce qu'ils disaient qu'ils pourraient nous influencer dans le mal. Quand on nous parlait du monde de l'extérieur, ils nous disaient que le monde était méchant, que c'était pas du bon monde, il n'y avait pas des bonnes valeurs, puis on allait aller en enfer si on se tenait avec eux autres. Puis ouais, on n'avait pas le droit de parler à la personne qui était dans l'extérieur. Là. Tout ce qui était de l'extérieur était complètement Satan. On devait se protéger de recevoir les influences de l'extérieur. En fait, à chaque assemblée, à chaque semaine, on nous expliquait ce que c'était le monde extérieur. Dans le fond, les assemblées, principalement, étaient plus de parler contre pour nous garder dans la peur et l'ignorance et l'emprise, que nous enseigner ce qu'ils prêchaient pour. C'est sûr que je voulais essayer tout ce que je savais qui existait. La danse, le patin artistique, j'aspirais à ça. J'aurais vraiment voulu, mais c'était pas possible. Parce que c'était de Satan. Ça faisait partie des gens du monde, des influences. Les séquelles que ça peut avoir sur quelqu'un qui a grandi là-dedans, c'est pas nécessairement l'enseignement, c'est la vie à l'intérieur. C'est le fait aussi qu'un enfant, il se développe par le jeu et la socialisation. C'est comme ça qu'il apprend des codes sociaux, des habiletés sociales. Si on lui donne des activités limitées ou dans un cadre limité, évidemment, il est très peu confronté ou très peu outillé plutôt à se confronter à la diversité de la vie quotidienne. Ce qui peut être néfaste pour un enfant déjà, c'est que dans l'enseignement, c'est censé développer l'esprit critique. Si vous le recevez d'une seule et même personne ou d'une seule et même biais, ben, l'esprit critique est plus limité. C'est le manque de diversité aussi qui fait que ça peut être dommageable. Je pense que aujourd'hui, les jeunes qui sont en mission ont moins de chances d'avoir des opportunités dans leur vie ou tout simplement de quitter la mission de l'Esprit Saint s'ils ne sont pas encadrés dans leur éducation. Je pense que l'éducation, c'est la clé pour te poser les bonnes questions dans la vie. Puis moi, c'est des lacunes que j'ai énormément souffert puis que j'aurais aimé avoir. Les garçons dans la mission sont élevés pour être de futurs pères de famille.
et accessoirement de futurs serviteurs pour ceux qui en auraient les capacités. On va nous enseigner dès l'âge de 14 ans à s'adresser au peuple, à parler de la mission, à faire de la propagande, à parler devant nos confrères. Puis on va nous apprendre à bien s'exprimer pour justement être capable de livrer le message qui est la mission de l'Esprit Saint dans toute sa splendeur, de façon poétique. Niveau scolaire, les gars, ils vont vouloir, tu sais, surtout mon père, il va vouloir que mes frères prennent beaucoup ça plus au sérieux. Tu sais, mon père, anyway, il me l'a déjà dit quand j'ai coulé mon secondaire 1. J'étais censée passer au 2, puis il a dit « Anyway, c'est pas grave, là, t'en auras pas besoin. C'était une fille. » Tout ce qui est sciences, arts plastiques, géographie, les filles ont pas besoin de ça, fait qu'on leur apprend pas ça. Par contre, mes frères, il fallait qu'ils fassent jusqu'à leur 3, vraiment leur secondaire. Après ça, faut qu'ils fassent leur DEP. Après ça, avant que les gars se marient dans ma famille, faut que leurs études soient complétées, qu'ils aient une job stable, de l'argent mis de côté avant de marier une fille. Puis la fille, elle se prépare mentalement. Puis Elle se prépare à quoi? À son futur. C'est quoi le futur qui est réservé aux filles de la mission de l'Esprit Saint? Notre futur, c'est se marier, avoir des enfants jusqu'à ce que ton corps le permet plus. La scolarité des filles, au-delà du primaire, c'est-à-dire au-delà de l'apprentissage de la lecture et des mathématiques, est jugée superflue, puisqu'elles n'en auront pas besoin pour être mères au foyer. Moi, en secondaire 1, j'ai arrêté l'école. Puis après ça, j'ai commencé à m'occuper des enfants. Puis c'était plus les hommes, vu que c'était eux autres, les hommes de la maison, qu'eux autres pouvaient aller à l'école publique, mettons, faire un DEP. Puis après ça, eux autres pouvaient avoir un travail à temps plein pour s'occuper, pour ramasser l'argent pour nourrir la famille. En fait, quand tu es dans la mission de l'Esprit Saint, les filles arrêtent l'école à partir de 13 ans. Quand elle est plus mature, qu'elle a ses règles, habituellement, la fille, elle arrête d'aller à l'école parce que là, elle se prépare à être une mère. Donc, qu'est-ce qu'elle va recevoir comme enseignement? C'est simple. Savoir faire à manger, savoir garder des enfants en bas âge. On va vous préparer à s'occuper des enfants de votre mari, puis on va vous préparer à savoir remplir l'estomac de ce mari. Toi, ton avenir, depuis que t'es jeune, on te dit que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas t'occuper de ta famille. Tu penses pas à ton avenir, tu penses pas à avoir des passions, tu penses pas à vouloir avoir un travail comme tout le monde. Ils nous parlent qu'on va être maman à 5-6 ans. Ils nous disent qu'on doit, tous les soirs, en faisant la prière, les filles, les jeunes filles, demander à Dieu de nous envoyer notre mari. Parce qu'à 14 ans, t'es prête. T'es prête, puis t'as jamais appris à avoir un jugement, t'as jamais appris à avoir de la critique, t'as jamais appris à prendre des décisions pour toi-même. C'est tout en groupe. J'ai jamais pensé être autre chose qu'une mère. Fait qu'à 25 ans, quand tu sors, t'as 6 enfants, t'as jamais travaillé, t'as pas été à l'école, t'es qui? Tu sais pas t'es qui.